Lorsque nous évoquons l'architecture de la Grèce et de la Rome antique, les sculptures des dieux, des guerriers et des athlètes, des images nous viennent clairement à l'esprit. La plupart sont en ruine ou partiellement incomplètes. Mais un seul phénomène lie bien mieux le torse meurtri du belvédère à la splendeur intacte du discobole romain, la blancheur. L'Européen a basé depuis la Renaissance l'art de la sculpture et de l'architecture sur ce point, plaçant cette absence de couleur comme un élément de dignité vis-à-vis de ce qu'ont fait les anciens, cherchant à les imiter pour les égaler et mieux les surpasser. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de sculpture ou d'architecture, nous pensons à ce que nous voyons dans nos rues, dans nos villages, des statues commémoratives mornes et des églises ternes. Rares sont les fois où, avant la fin du XIXe siècle, cette vision monochrome a été bravée, surtout en sculpture. Alors que pourtant, maintes recherches et preuves matérielles nous indiquent le contraire, que durant l'Antiquité, l'absence de couleur sur les édifices et les statues, et parfois même la nudité des statues, n'était pas généralisée, et que ces deux paramètres étaient plutôt le résultat des aléas du temps, pillage, enfouissement et dégradation des pigments. Les sculptures étaient peintes, parfois même agrémentées de tissus en guise de vêtements ou de véritables objets comme une arme par exemple. Il en va de même pour le Parthénon dont les frises et les groupes statuaires du fronton étaient entièrement colorés. Et que dire des statues chryséléphantines, c'est-à-dire réalisées à partir d'or et d'ivoire, d'Athéna Parthénos ou de celles de Zeus à Olympie. Ce mélange n'aurait-il pas sur vous un effet un petit peu exotique ? Cette vision d'un monde antique coloré, qui remet en cause la perception des ères qui nous ont précédés, n'est apparemment pas celle que le public a envie de voir. La polychromie a vraisemblablement de quoi choquer malgré la véracité historique et archéologique de son utilisation. Voilà qui serait le sujet d'une bonne vidéo, vous ne trouvez pas ? Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de la tenue d'une exposition temporaire qui a eu lieu au sein du musée d'Orsay, en couleur, la sculpture polychrome en France, 1850-1910. Bien que cet événement soit terminé depuis le 23 septembre dernier, je tenais néanmoins à vous faire part de mon sentiment à son égard et de la façon dont il a été traité. Nous étions accueillis presque à l'entrée par ces deux bustes placés côte à côte. Leur pose est relativement similaire mais en miroir, et les femmes qui détournaient leurs regards l'une de l'autre évoquaient sans détour une confrontation. Plus que sur leur origine sociale ou leur ethnie, on comprenait qu'il s'agissait d'un rejet de l'autre basé sur la question de la polychromie. À droite de cette mise en scène se trouvait un texte d'introduction expliquant la situation de la polychromie dans l'art occidental depuis la Renaissance et la distance prise par l'art officiel. Le texte en profite également pour distinguer la polychromie dite naturelle, qui consiste en un assemblage de plusieurs matériaux à la couleur naturellement différente, et la polychromie dite artificielle, celle obtenue par la mise en peinture de tout type de matériaux. Dans ces deux bustes réalisés à la même période, la polychromie met en exergue l'appréciation des matières. Alors qu'à droite, le marbre de Jean-Baptiste Carpeaux est utilisé à toutes les fins, représentation de la peau, de la coiffure, des bijoux, du vêtement et du socle, à gauche, Charles Cordier use du bronze pour venir signifier l'incarnat de la peau, prend du marbre pour le draper, etc. Plus que la question de l'appréciation ou du refus, l'exposition prend donc le parti de démontrer la capacité de la polychromie à se rapprocher de la réalité, à donner une idée plus précise de ce qu'apporte la couleur. Et cela est très visible avec la deuxième et malheureusement dernière confrontation de l'exposition qui a lieu un peu plus loin. Représentant l'artiste Bernard Palissy, d'un côté nous avons un biscuit de porcelaine d'un blanc nacré, de l'autre la version émaillée de la même statue avec la même pose. Le contraste est saisissant. Où la monochromie célèbre Palissy dans la mort, la polychromie lui redonne le souffle de la vie pour rendre le culte de l'artiste plus actuel et intense. Nous poursuivions notre parcours en nous arrêtant tout d'abord sur le relief de la Vierge à l'Enfant avec 3 chérubins dans la Vende della Robbia, célèbre sculpteur de la première Renaissance italienne. Ici, seuls les éléments de la nature sont colorés, laissant d'un blanc immaculé les figures saintes. Tout de suite après, le buste curieux d'une mauresque nous interpellait par l'incarnat très extravagant de sa peau. La polychromie retient notre attention de différentes manières. Ces deux pièces étaient idéales pour nous le faire comprendre et nous habituer à la couleur. Mais cette technique nous réservait d'autres surprises, comme dans cette tête surnommée Vicard en l'honneur de son ancien propriétaire, le collectionneur et peintre Jean-Baptiste Vicard.
Il s'agit d'une tête du XVIIe siècle réalisée dans un matériau étonnant, la cire. Son emploi, même s'il ne convient pas aux cheveux, a en revanche pour effet d'adoucir le visage et la peau, de lui attribuer une certaine élasticité rien que du regard. La lumière vient également s'appliquer à quelques endroits, comme sur le nez, mais sans se refléter toutefois sur un trop grand nombre de zones, à la différence d'un marbre bien poli par exemple, ce qui lui donne vraiment un aspect plus naturel. Mais en sortant de cette première salle, le texte intitulé « La fin de l'art, histoire des goûts » basait son argumentation en défaveur de la polychromie avec l'appui de cette citation du sculpteur David d'Angers. Si les réalistes dominaient, ils auraient encore un pas à faire, ce serait de colorier les statues. Une statue, aussi bien peinte qu'elle soit, ferait horreur par son immobilité qui contrasterait d'une manière effrayante et absurde avec la réalité. Ainsi, je peux tout à fait comprendre que la polychromie ne peut plaire à tous. Il n'y a qu'à voir les réactions que suscitent aujourd'hui les statues supposément ratées du musée Grévin. Ce texte soulève le troisième point positif et sans doute le plus intéressant de l'exposition, le débat théorique. La défense du sculpteur David d'Angers, qui se place contre la polychromie et contre le mouvement réaliste, est excellente, totalement recevable, mais pas infaillible pour autant. Si elle met en évidence la concurrence de la statuaire polychrome avec la nature elle-même, ce qui la rendrait repoussante selon David d'Angers, admet-elle cette polychromie en sous-texte pour ce qui concerne la caricature, qui est une forme d'expression volontairement grossière, exagérée et par conséquent éloignée de la nature? Je placerai cette ambiguïté dans les interdits les plus stupides de l'histoire de l'art. Aux côtés de la représentation du nu féminin acceptée lorsqu'il s'agit d'une déesse, mais rejetée lorsqu'il s'agit d'une femme de chair et de sang. En vérité, la polychromie est simplement boudée par notre vision faussée dès le départ, par un supposé idéal antique, et une tradition visuelle bien ancrée dans notre regard qui repose sur cet idéal. Non contente de plaire à tous, la polychromie a pourtant toujours existé, comme le prouve l'illustre scribe accroupi du musée du Louvre, âgé de quelques 4618 ans, et ce n'est pas la plus ancienne sculpture polychrome loin de là, qui a probablement inspiré Jean-Léon Gérôme pour sa Corinthe. Les artistes, et même ceux reconnus par les académies, comme Jean-Léon Gérôme, qui est pourtant à l'origine d'un mouvement purement académique, comme les néo-grecs, ont en effet défié cet idéal et contribué à faire vivre cette technique qui n'a pas disparu malgré la désapprobation des élites et qui persiste encore de nos jours. Mis à part les chefs-d'œuvre La nature se dévoilant à la science de Barias, La petite danseuse de 14 ans de Degas, La Vierge à l'enfant avec 3 chérubins de l'atelier ou sous l'influence des Della Robbia et La tête Vicard, plusieurs œuvres méritaient votre attention. Le très frappant Homme du Soudan et l'élégante Juive d'Alger de Charles Cordier, Le prix du tournoi et la fontaine murale d'Henri Cros, L'histoire de l'eau, qui sont très plaisantes, l'émouvante Marie-Madeleine et la surprenante Isis de Lacombe, Madame Renoir ou encore le spectaculaire Singe et le Dauphin. Mais c'est bien la brodeuse tunisienne de Théodore Rivière qui a dépassé toutes mes espérances, car c'est elle qui, indéniablement, exploitait le mieux l'emploi de plusieurs matériaux. Paradoxalement, la figure reste dans un marbre blanc uni. Seule sa coiffe vient la couronner de bronze doré comme pour mettre davantage sa blancheur en évidence. Et ceci est pleinement dans l'intérêt de l'œuvre, car la blancheur sert complètement son propos. Le temps a figé le geste de la brodeuse, et le plus intéressant réside dans son travail. Le châssis en bois accueille un ouvrage patiemment composé, aux dessins entrelacés. Dans son heureuse inspiration, Rivière a choisi de représenter la broderie non pas en tissu, mais en émaux cernés de plomb. La broderie est devenue un vitrail, est devenue lumière. En regardant par en dessous, nous pouvons voir que l'artiste a laissé des fils de plomb pendre, attendant d'être manipulés. Les motifs que la brodeuse confectionne alors lentement, et ceux présents sur l'albâtre, nous font voyager vers l'Orient et l'exotisme d'un tout autre monde. Il est maintenant temps d'arrêter les faux-semblants et de passer à la critique à proprement parler, car plusieurs choses m'ont dérangé dans cette exposition. Pour commencer, lorsque l'on rentrait, notre première impression était la bonne. Les salles étaient trop étroites. En fait, il n'était pas rare d'être bloqué d'emblée à cause du texte d'introduction et des personnes qui se plaçaient devant pour le lire. J'aime bien lire les textes sur place. Et il faut le faire, au moins en diagonale, car cela peut amener à comprendre une œuvre différemment de la façon dont on l'a approchée au premier abord. Mais je préfère de loin les prendre en photo pour les lire plus tard, posément et de façon plus réfléchie. Déjà pour ne pas gêner ceux qui se trouvent derrière moi, et ensuite pour bien saisir dans le calme le raisonnement du texte. Et n'oublions pas que tout de suite après l'introduction, il y avait les 2 bustes qui contextualisaient l'idée de polychromie, si bien que l'entrée était vraiment un passage difficile. Comme les salles étaient étroites, fatalement les œuvres étaient confinées dans un espace restreint. Autrement dit, elles se succédaient, s'enchaînaient les unes les autres sans réel temps mort.
Dans le cas d'une confrontation, comme avec les bustes de contextualisation ou les deux versions de Bernard Palissy, c'est convenu, mais laisser respirer le spectateur pour lui faire apprécier ce qu'il voit est tout aussi important que de lui présenter des choses nouvelles. Par ailleurs, je tenais à faire remarquer que l'exposition présentait des sculptures. Alors ce qu'il faut savoir avec la sculpture, c'est qu'elle peut prendre plusieurs formats. Le relief, tout à fait approprié pour l'accrochage, puisque cela se présente sous la forme d'un tableau et qu'il n'y a qu'une seule phase de travailler de toute façon. Donc dans le cas du prix du tournoi ou d'Isis, c'est ce qu'il fallait faire à n'en pas douter. Pour ce qui est des bustes, je tolère parfaitement le fait qu'ils aient été placés dos au mur. D'autant qu'il n'y a rien de très intéressant dans le dos d'un buste, puisque ce qui compte c'est le visage du portraituré, même si parfois cela occasionne des découvertes étonnantes. On y reviendra. Mais en ce qui concerne la ronde bosse, c'est-à-dire des statues conçues pour que l'on tourne autour, je veux bien qu'on ne puisse pas regarder la Vierge placée dans cette niche, sous toutes ses facettes, puisqu'elle y est placée volontairement. J'admets qu'on ne puisse pas tourner autour des versions de Palissy pour que nous nous rendions mieux compte de leurs différences. Mais quid d'Hélène, de la nature se dévoilant à la science, du singe et du dauphin? Ce n'est pas parce qu'il existe dans ces sculptures un point de vue privilégié qu'il prévaut sur l'infinité des autres angles. Chacun devrait être libre de circuler, de cheminer autour de ses œuvres à la recherche de sa préférence. Et d'ailleurs, non pour la version de Palissy, parce que pour pouvoir vraiment bien les comparer, autant aurait-il fallu qu'elles aient été placées au même niveau. Pourquoi la version émaillée était surélevée par rapport à celle en biscuit? Devinez, sérieusement devinez. La lumière. Elle était trop forte, elle accentuait trop les ombres, elle accentuait trop les volumes. Pour apprécier un tant soit peu le regard émaillé de Palissy, il fallait donc l'élever. Or, le principe de la sculpture, c'est que ces reliefs apportent naturellement des zones d'ombre avec la lumière ambiante, et qu'elle n'a nullement besoin d'un éclairage artificiel pour y parvenir. Du moins lorsque l'on met en place un éclairage de ce type, c'est parce que l'on a la volonté d'instaurer une ambiance, une vision particulière, de mieux porter le message d'une œuvre, ou de mettre en valeur ces détails habituellement relayés à un plan secondaire. Ici, en plus de ne rien faire dans ce sens, la lumière se reflétait dans les vitres. Mais le plus grave, c'est que lorsque je vois la nature se dévoilant à la science, il faut être honnête, la sculpture est plus sombre et le seul élément qui est mis en avant est déjà une partie de la sculpture qui est naturellement mise à l'honneur, l'enchaînement des différents matériaux au niveau de la poitrine. L'éclairage ne sert à rien, sinon à plonger davantage dans l'ombre les détails intérieurs de son voile, de sa chevelure, à montrer de cruelle façon les traits de son visage angélique qui paraît ici creusé de cernes. Cette œuvre était bien mieux à sa place habituelle dans la galerie de sculptures du musée, baignée dans la lumière du grand hall. D'ailleurs, toutes les œuvres y auraient été bien mieux. C'est très courant que je me plaigne dans cette émission de l'absence des dimensions dans les cartels. Si vous avez suivi les autres numéros, cela n'a plus de secret pour vous. Personne, et je dis bien personne, ne suit cette règle pourtant simple et élémentaire de la présentation d'une œuvre. Mais il y a un paramètre que je n'accepterai jamais, c'est l'absence d'explication tout court. Car vous savez ce qu'il y a de pire ? C'est que cette fois-ci j'étais prêt à accepter ce manque d'explication sur les œuvres à leur niveau individuel, sous réserve de 2 points qui auraient complètement servi le propos. Le premier, c'est que cela se fasse au profit d'une explication plus générale, qui aurait regroupé plusieurs des œuvres présentées. Ici, plus que leur histoire personnelle, les sculptures étaient réunies autour d'un thème, la polychromie. Dans le cadre de cette exposition, peu importait finalement l'histoire personnelle de chaque œuvre, à moins qu'elle fût l'objet d'un vif rejet au sujet de sa polychromie justement, ou au contraire de son succès critique grâce ou malgré cette polychromie. Cela aurait été d'ailleurs intéressant de nous faire ressentir la portée d'une œuvre sur le débat, son apport à l'évolution des mentalités, et au-delà, cela m'amène au deuxième point, c'était la façon dont cette polychromie était employée et appliquée qui était primordiale, et c'est ce qui manquait cruellement dans cette exposition. Cela m'intrigue de voir divers matériaux se côtoyer. Je me demande comment cela tient, comment sont-ils reliés, s'il a fallu fournir le même effort de taille pour le sculpteur, s'il a dû observer les mêmes outils et méthodes. Mais il n'y avait pas de réflexion pratique, et il n'y avait pas la volonté de nous faire comprendre ce qu'implique techniquement la polychromie, au-delà de son aspect. C'est en cela que tourner autour des sculptures et même découvrir ce qu'il y avait derrière les bustes aurait pu être fascinant. Encore aurait-il fallu que l'exposition bénéficie d'un plus vaste espace qui lui aurait permis d'être d'un seul tenant, car pour pouvoir visiter tout son contenu, il fallait sortir jusqu'à 2 fois en débouchant sur la grande galerie de sculptures qui compose les collections permanentes du musée d'Orsay. De mémoire, cela ne m'était encore jamais arrivé. Je n'ai pas besoin de vous décrire ce que l'on ressent lorsque l'on regarde un film, que la tension monte, que l'action est à son comble, et que finalement les publicités viennent casser le rythme.
C'est pareil dans un musée, vous n'allez pas mettre une pièce qui ne participe pas à la réflexion des œuvres qui se trouvent tout à côté, au sein d'un thème ou d'un mouvement particulier. Dans le cadre d'une exposition, il ne doit y avoir aucune interruption pour garder le visiteur dans le même univers. Casser le rythme d'une exposition, c'est perdre au moins un peu le visiteur dans la démarche, lui faire quitter le propos. Et c'est sur ces mots que ma critique se termine. J'aimerais vous dire, avant de clore cette vidéo, que j'ai apprécié ma visite. Lorsque je me rends à ce genre d'événement, je concentre mon attention avant tout sur les œuvres. Il y a des points positifs et d'autres négatifs, d'ordre pratique, que je soulève d'emblée dès mon premier passage. J'en effectue ensuite un second, cette fois tourné vers la muséographie, puis un troisième, plus idéologique. Tout cela pour vous dire que ce ne sont pas les œuvres que je note dans cette émission. Elles n'ont pas besoin de mon jugement, mais seulement du vôtre. En revanche, je juge la façon dont elles ont été comprises, mises en valeur et abordées. C'est la démarche et la mise en scène que je note. Mais cette note ne doit pas vous servir non plus d'indicateur concernant mon sentiment à l'égard d'une exposition. Dans ce cas, j'ai été très heureux d'en voir une dédiée à la polychromie et je sais que je m'en souviendrai. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Atelier. Je suis de toutes les couleurs et surtout de celles qui pleurent. La couleur que je porte, c'est surtout celle qu'on veut effacer. Et tes cheveux noirs étouffés par la nuit, je les voudrais multicolores, comme un arc-en-ciel qui enflamme la pluie d'aurore. Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde. Les mots que j'entends seront éclatants et nous danserons une ronde brune, rouge et safran et blonde.